Eddington, concernant Eddington, et qui a dit ce qui j'ai recopié cette phrase: si l'univers est homogène, alors un arrière-plan de type esprit devrait exister en dehors de notre esprit. C'est assez extraordinaire. Oui, ben, c'est une vision particulière, qui est propre. Ben, c'est une spéculation. Il n'y a que des spéculations. Oui, ben, c'est ce qu'il vient de nous dire avec beaucoup de modestie. On te remercie, Michel, de cet exposé très clair, enfin très clair. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Et puis, bon, ben, on va maintenant discuter. Alors, je vais prendre les prises de parole. Vous vous inscrivez pour ceux qui le souhaitent. Hein. Dites-moi, je voudrais dire quelque chose. Il y a des champions ici. Soyez pas trop techniques. Oui, non, franchement. Non, parce que après, ceux qui comprennent rien. Non, c'est pas un jugement de valeur. Non. Mais franchement, c'est vrai que. Moi, je pense que c'est un. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même aussi à essayer d'élever un peu le débat, mais essayer de se mettre au niveau aussi, parce que je veux dire, on ne peut pas non plus être pour un débat classiquant, quoi. Hein. Non, mais pas trop de termes techniques, de charbon pas possible. Voilà. Non, mais les gens qui viennent ici habituellement, bon, on s'adapte au public. Hein, enfin, alors, il y a Jean, il y a ensuite Gérard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite se mettre sur la liste là? Bon, bah, pour le moment, déjà, on peut commencer comme ça. Bon, alors, je voudrais tout d'abord remercier Michel Turini, c'est Michel. Hein, voilà. C'est une première approche pédagogique, je dirais. Il y a quand même pas mal d'approximations et même d'inexactitudes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu t'es mis au niveau du public, du grand public cultivé, voilà. Alors, quelques précisions. Premièrement, tu as dit à un moment donné qu'au tout début, il y a eu un rayonnement. Pour qu'une entité puisse rayonner, il faut qu'il y ait un espace sur lequel elle puisse rayonner. Or, l'espace n'existait pas, puisque l'espace a été créé précisément par l'expansion. Donc, rayonner sur quoi? Bon. Alors, c'est une question presque métaphysique. Hein. Tu ne pourras pas y répondre, moi non plus, et même si tu invites des personnes très qualifiées, elles ne pourront pas y répondre. Le deuxième point, alors, tu as parlé, bon, évidemment, de l'univers visible. Pour la matière et l'antimatière, j'aurais des choses à dire. Bon, là, je recommande mon article quand même. Si Francis était là, il aurait fait les mêmes observations que moi. Pour une fois, il aurait été bon qu'il soit là. Habituellement, moi, je préfère qu'il s'abstienne, mais là, il aurait eu beaucoup de choses à dire. Bon. D'abord, le problème, c'est qu'il aurait commencé par dire qu'il n'y a pas de Big Bang. Et là, je suis pas d'accord. Oui. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'il aurait critiquées, pas dans ce que tu as dit, mais dans les théories que tu as exposées, et qui sont de bon sens. Alors, tu as omis de dire qu'en fait, ce dont tu parles, c'est de la matière. Je ne parle pas de l'antimatière. Hein. Mais en réalité, l'univers où on est comprend 75% d'énergie sombre, 21% de matière sombre, et la matière dont tu parles, c'est 4% de ce qui est. Et dans ces 4%, il y a à peu près 90% d'hydrogène et d'hélium. C'est-à-dire que nous, nous sommes faits de carbone, d'azote, d'oxygène, de soufre. Nous sommes faits par l'écume de l'écume. Nous ne sommes rien. Hein? Et pourtant, comme disait Pascal, alors j'aime bien mêler un peu de philosophie, on est à la science, l'homme n'est qu'un roseau le plus faible, et j'ajouterai le plus infime de la nature, mais c'est un roseau pensant, puisque ce presque rien, né de l'écume du presque rien, arrive quand même à élaborer ce genre de théorie. Voilà. Alors, je reprendrai la parole après, mais je ne vais pas la monopoliser pour l'instant. Alors, le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes, comme tu l'as noté. Alors, il faut savoir que la physique et les mathématiques sont deux mondes différents. Et là, Francis a raison de dire qu'en physique, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas d'infini, il n'y a pas de continu. Tout est quantifié, y compris l'espace et le temps. Le plus petit élément d'espace, c'est la longueur de Planck, et le plus petit élément de temps, c'est la longueur de Planck. Tu as dit, la première microseconde, il s'est passé des tas de choses. Alors, les gens vont dire, mais comment, mais une microseconde, c'est rien. Mais non, parce qu'une microseconde, c'est quand même 10 puissance 40 fois le temps de Planck. C'est-à-dire 10 suivi de 40 zéros le temps de Planck. Donc c'est une infinité par rapport au temps de Planck, qui est le temps minimal. Bon, on sait maintenant que la matière est faite d'atomes, elle n'est pas continue. On le savait depuis les Grecs, mais ça a été prouvé par Einstein et Perrin.
Mais ce qu'on sait depuis moins longtemps, c'est que l'espace et le temps aussi sont faits de grains d'espace et de grains de temps. Tout est granulé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de continuité. Le continu, c'est un concept inventé par les mathématiciens pour simplifier les calculs. Donc, bon, je voulais dire ces 2 ou 3 petites choses. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Attends, il y avait une dernière. Ah oui, tu as dit bon, il faut savoir que les hadrons, c'est toutes les particules lourdes. Hein. Le proton, le neutron, les hyperons, tout ça, c'est des hadrons hein, qui sont faits avec des quarks hein, dans le modèle standard actuel. Il faut savoir que le modèle standard arrive à reconstituer tout ce qui existe avec 12 particules élémentaires. Hein. C'est-à-dire l'électron, le neutrino et le tauron, qui sont de la même famille, les 2 familles de quarks, et la famille de neutrons. En tout, ça fait 12, plus le 13e. On sait bien que dans la scène, il y avait un 13e homme, alors on ne sait pas si c'est Jésus ou Judas, mais il y en avait un qui était en dehors du coup, c'est le boson de Higgs. Et là, on a cherché le 13e, on l'a trouvé apparemment. Voilà. Alors, un dernier mot, le neutrino ne fait pas partie du rayonnement. Le neutrino, c'est un fermion, c'est-à-dire une particule de spin à demi qui a une masse. Ça a été prouvé au Japon il y a quelques années. Donc il n'y a pas que le neutron et le proton, il y a aussi le neutrino qui est d'une catégorie à part, mais qui ne fait pas partie du rayonnement, qui fait partie de la matière, comme le proton, le neutron, les quarks, les électrons, etc. Comment dirais-je, le rayonnement, c'est uniquement les photons, qui sont des particules de spin 1, des bosons. Enfin, c'est des petites précisions. Mais à part ça, merci pour ton exposé. C'était très clair et très intéressant, même pour moi. Gérard, puis ensuite Robert. Oui, alors moi, je voudrais juste préciser une petite chose presque qualitative. Je suis tout à fait d'accord dans les grandes lignes avec ce qu'a dit Michel. Hein. Il y a tout de même une date, je ne sais pas si tu en as parlé, peut-être non avant que je sois là, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers qui était opaque. Pourquoi opaque? Parce que c'était quasiment qu'une soupe de particules et éventuellement déjà de noyaux, etc. Mais les photons de la lumière ne pouvaient pas traverser l'univers. C'est comme un brouillard. Quand vous voyez à une autre échelle du brouillard, le brouillard, enfin quand il est vraiment dense, il est opaque. Mais il n'est pas noir, il n'est pas obscur. Et les textes, ils laissent toujours sous-entendre, sans le dire, que cet univers opaque était obscur. C'est absolument faux. Cet univers opaque, qui ne laissait pas traverser la lumière, était lumineux. Comme le brouillard, quand il y a le soleil, pas la nuit évidemment, mais quand il y a du soleil, le brouillard est blanc, il n'est pas noir. Et bien, pour l'univers opaque, c'était pareil. Pourquoi? Parce que les photons qui étaient émis, ils parcouraient une certaine distance, mais relativement petite, par rapport à... Et ils étaient de nouveau détruits, absorbés par des autres particules, des autres noyaux, enfin ce qui existait, je ne rentre pas dans les détails. Et ce qu'on appelle le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance qu'ils pouvaient parcourir en moyenne, était trop petite pour qu'ils puissent traverser l'univers. Et à 380 000 ans, environ, et ça c'est vérifié par des observations, le libre parcours moyen est devenu suffisamment grand pour que la lumière puisse se propager loin. Et à partir de ce moment-là, on peut voir à travers une densité d'espace où il y a de la matière, mais qui est devenue transparente. Voilà ce que je voulais dire. L'univers avant 380 000 ans, s'il est opaque, il est lumineux, il n'est pas noir. Très bien, donc il y a Robert et puis ensuite Alain. Bon, moi je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de la découverte du Big Bang. Faire un peu d'histoire. Au temps du Moyen-Âge, on pensait que la Terre était le centre du monde, avec quelques planètes autour, jusqu'au moment où un prêtre polonais s'est aperçu et a démontré que la Terre n'était pas le centre du monde, mais le centre du monde à l'époque, c'était le Soleil, et la Terre tournait autour du Soleil. C'était tellement quelque chose de contradictoire à tout ce qu'avait dit l'Église catholique en particulier,
qu'il avait tellement peur de publier ça qu'il l'a mis dans son testament en demandant qu'on ne le publie qu'après sa mort. Et après, la théorie scientifique a bien confirmé ce qu'il disait. J'ai oublié son nom, ça. Pardon? Copernic. Il n'était pas prêtre, il était chanoine. Comment? Il était chanoine. Il a été commandité par le pape pour réformer le calendrier. Oui, et c'est là qu'il s'est aperçu. Non, mais il a reçu la bénédiction du pape. Le pape n'a rien dit. Parce qu'il a dit tout se passe comme si. C'est plus tard, un siècle après, quand Galilée s'est dit c'est comme ça, il a fait scandale. Bon. Mais Copernic, il était commandité par le pape. Parce que chanoine, pour moi, ça veut dire prêtre. Mais... Non. Le président de la République française est chanoine. Ah bon? Oui. Et chanoine. Chanoine de la France. Chanoine de la France. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose à... Non, un chanoine, c'est une sorte de régisseur, alors que le prêtre, c'est celui qui officie. D'accord. Il y a beaucoup de prêtres qui sont chanoines, mais il y a des chanoines qui sont civils. Excusez-moi. Laïcs, si tu préfères. Non, ce qui est important de dire, c'est qu'il était commandité par le pape. Il a dit Amen, hein. Il a publié, mais il a dit tout se passe comme si. Tout se passe comme si. C'est une fiction mathématique pour faire que les choses soient plus simples, pour éliminer tous les épicycles de Ptolémée et toutes les complications. C'est pas l'Église catholique, c'est l'Église, comment dirais-je, l'école aristotélicienne qui a insisté sur le système de Ptolémée. Il ne faut pas confondre. Bon, ok. Alors, on était à un système où le cosmos, c'était le Soleil avec les planètes autour. Et petit à petit, les instruments se sont perfectionnés. En particulier, à cette époque, au XVIe siècle, on a inventé la lunette astronomique, ce qui a permis à Galilée d'observer la Lune. Il s'est aperçu que la Lune, il y avait des creux et des bosses, il y avait ce qu'on appelle des mares, enfin, des étendues qui étaient grisâtres, d'autres plutôt plus blanches. C'est comme ça qu'on a découvert que la Lune était un corps céleste complexe, et ce n'était pas simplement un disque blanc. Il y a les phases de Vénus aussi. Voilà. Et les phases de Vénus. Les phases de Vénus aussi. Et les satellites de Jupiter. Voilà, exactement. Du moins les plus importants. C'est que par les mouvements de satellites de Jupiter qu'on a eu une première estimation de la vitesse de la lumière par d'un homme Robert. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les moyens d'exploration se sont de plus en plus perfectionnés. Et à partir de la fin du XIXe siècle, en particulier, il y a eu la décomposition de la lumière, qu'on appelle la spectroscopie. Newton. Peut-être Newton, si vous voulez. Et on s'est aperçu que la lumière était composée de différentes couleurs. C'est ce qu'on voit avec l'arc-en-ciel. Vous avez déjà vu l'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche en se constituant. Tous ces perfectionnements ont permis d'avoir de plus en plus d'informations sur tous les corps célestes. Et c'est ainsi que, je vais rapidement, aux environs de 1930, il y avait un astronome américain, bien connu, qui a commencé à faire des mesures de distance entre la Terre, exactement le Soleil, et les différentes étoiles, galaxies qu'on voyait au loin. Et il s'est aperçu bizarrement que plus il regardait loin, plus les galaxies s'éloignaient rapidement. Donc c'est comme ça qu'il a pu voir que tout le monde, tout le cosmos, ce qu'a dit tout à l'heure monsieur, était en expansion. Plus on était loin, plus la vitesse s'éloignait, plus les corps, c'était comme un gonflement. Si vous voulez, vous prenez un ballon de baudruche, vous soufflez dedans, hop, ça grossit. Imaginez que sur ce ballon de baudruche, il y a des petits points noirs qui représentent les étoiles. Si on fait une maquette du cosmos. Plutôt des galaxies que des étoiles. Pardon? Les galaxies, ça représente une galaxie. Un point, c'est une galaxie. Un point, c'est une galaxie. Donc, prenez l'exemple d'une baudruche avec des points noirs dessus, vous soufflez dedans, ça s'éloigne de plus en plus, et c'est un peu comme ça que fonctionne l'univers. Donc, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, l'univers est en expansion, donc quotidiennement, et à une vitesse de plus en plus grande. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, puisque c'est en expansion, si on fait tourner le film à l'envers,
à un moment donné, il va y avoir un point, il va y avoir un endroit où tout s'est rassemblé, c'est ce que monsieur a expliqué tout à l'heure. Mais ça vous explique comment l'idée est venue du point zéro, c'est en faisant marcher à l'envers l'expansion qu'on avait constatée. C'est ça le point de départ de l'idée du Big Bang. Deuxième point qui est... Pas tout à fait, c'est les équations de la relativité générale. Je simplifie, je peux parler d'équations. Non, mais le point de départ, c'est ça, c'est pas l'observation. Moi, je parle des faits expérimentaux qui ont conduit à cette idée, confirmée, d'accord, par les équations, prévues par les équations d'Einstein. Je ne joue pas les Einstein en ce moment. Non, je peux bien acheter relativité. Non, mais c'est important quand même de citer Mais c'est important de le dire, c'est important de le dire. Il y a une autre découverte que monsieur a citée, c'est la découverte de 64-65 par deux experts en téléphonie, en radiotéléphonie, qui faisaient des recherches aux États-Unis. Ils avaient un système, ils voulaient mettre au point un système de communication transatlantique, à l'époque, c'était les années 60, et il s'est aperçu qu'ils avaient... Donnez leur nom, ça serait bien de donner les noms. Et il les a cités, c'est Penzas, Penzias, oui. Qui travaille pour la belle téléphone. Voilà. C'était dans le cadre de la recherche appliquée. Hein. C'était de la recherche appliquée, ils sont aperçus que dans leur système, il y avait un espèce de... Ils se sont aperçus que dans leur système, il y avait un espèce de parasite qui compliquait les choses, ils ne savaient pas d'où il venait. Et c'était le même parasite, le jour, la nuit, dans telle direction, ils avaient des antennes directionnelles, dans cette direction, dans n'importe quelle direction, c'était le même parasite. Je simplifie en disant parasite, il y avait un problème. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Ils ont fait un article en disant, voilà, on a constaté qu'il y a tel et tel parasite, et à côté d'eux, enfin à la même époque, il y avait d'autres hommes de sciences qui étudiaient le problème du Big Bang, le fait de la contraction, le contraire de l'expansion. C'est justement ce qu'on est en train de chercher. Ils ont découvert, ces gens-là, sans le savoir, le fameux reste du Big Bang. C'est la lumière, une espèce de... La lumière résiduelle. Ouais, voilà, la lumière résiduelle du Big Bang. Là, on a commencé à le mesurer. Monsieur a cité Cobb, le premier satellite qui a étudié. Après, il y a eu WMAP, il y a eu... comment il s'appelle le dernier? Le dernier, c'est Planck. C'est Planck, oui, Planck en 2000, il y a une dizaine d'années, qui a pu l'étudier avec précision, et tout ce qu'il a trouvé, ça confirmait l'hypothèse du Big Bang. Donc ça, c'était la deuxième explication du Big Bang, l'expansion qu'on a fait fonctionner et cette lumière résiduelle qui confirmait les hypothèses du Big Bang. Et la troisième explication qui explique bien le Big Bang, c'est qu'on trouve, en faisant des équations et des recherches de physique et de chimie, que normalement au début, il y avait uniquement de l'hélium et de l'hydrogène, et quand on mesure ce qu'il y a dans le cosmos, on trouve précisément de l'hélium et de l'hydrogène dans la proportion qu'on avait trouvée en faisant des calculs. Ça fait les trois principales preuves de l'existence du Big Bang. D'une part, l'expansion de l'univers, d'autre part, cette fameuse lumière résiduelle, et troisièmement, la composition chimique de l'univers qui est essentiellement faite d'hydrogène et d'hélium. Voilà les bases, grosso modo et très simplement expliquées, de la justification du Big Bang. Il y en a une quatrième, mais je ne sais plus laquelle. Et je vous demande pardon. C'est les trois mousquetaires qui étaient quatre. Voilà. Moi j'avais une proposition à vous faire parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt continuer notre conversation à l'étage? Il y a absolument Il y a quoi? Il y a une demi-heure de discussion avant qu'il s'en aille, Michel? Ce serait bien qu'on le fasse dans le moment.
Non, mais moi je suis d'accord, mais il faut voir s'il n'y a pas beaucoup de monde là aussi. Oui, alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille en éclaireur pour voir si tu veux bien, Alain, s'il y a Il faut une douzaine de places.